Je suis Kevin Razi et vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Je suis Kevin Razi, c'est un plaisir de pouvoir vous accueillir dans mon humble demeure, même si c'est pas chez moi, je suis encore à Avignon. C'est le dernier CKR en direct d'Avignon, après on reprend dans le studio, on reprend à la maison. Et franchement, j'ai rencontré quelques cracks dans la rue qui m'ont arrêté, qui m'ont dit j'écoute ton podcast, ça fait trop plaisir et tout, donc merci mille fois. Dans les rues d'Avignon, franchement c'était un truc de ouf. Et ouais, à 8h, j'en parlais là, justement, je suis à Avignon, Gaël m'a rejoint et on est allé voir une pièce Souliers de satin qui dure 8 heures dans la cour du Palais des Papes. C'était magnifique parce que 8 heures, 4 entractes, une vingtaine de comédiens sur scène qui déclament des vers à n'en plus finir, des scènes parfois de 35 minutes, enfin, c'est une dinguerie de performance. Et puis tu sais, parfois ils étaient à côté de nous dans le public, ça jouait de partout. Et une précision, une intensité, enfin vraiment, la comédie française, c'est pas forcément très accessible comme ça, mais c'est les GOAT de l'acting. Voilà, je le dis. Pierre Ninet a fait partie de la comédie française, Benjamin Laverne y est toujours, les Denis Podalides, tout ça. C'est pas étonnant, je te jure, c'est pas étonnant. Parce que quand tu vois le niveau... Et sachant que, pour la petite histoire, et j'arrête là-dessus, la comédie française, c'est l'une des plus vieilles troupes qui existent, parce que ça date de l'époque de Molière et de l'illustre théâtre, hein, ça vous rappelle vos cours à l'école. Ils ont réussi, avec le roi, etc., à nationaliser, entre guillemets, la culture, pour la préserver. Et ça n'a jamais arrêté de jouer. Je sais pas si vous imaginez le délire. C'est une troupe qui date du XVIIe siècle, et qui est encore active en ce moment. Et les gens de la comédie française, donc bien sûr évidemment c'est l'élite de l'élite qui est pris, dans cette troupe et ils sont payés au mois et ils peuvent jouer jusqu'à 4 pièces en même temps. Quand je dis en même temps, c'est-à-dire que lundi, mardi ils vont jouer Macbeth, mercredi ils vont jouer un Molière, vendredi un Feydeau et ils doivent les maîtriser. Je sais pas si vous vous rendez compte. Laurent Lafitte aussi a fait partie. Franchement c'est une dinguerie, donc autant vous dire que quand tu prends un comédien de la comédie française et souvent le nom est affiché, c'est que en général tu sais que tu peux lui faire confiance parce que vraiment c'est pas des pièces, c'est pas 4 lignes, hein. C'est des pièces ultra denses, ultra techniques avec une exigence de ouf. Là il y avait Biran Ba d'ailleurs qui joue dans Mercato, ce qui est improbable tu vois, et Sefa Yeboah qui est jeune, assez jeune lui aussi, et il n'y a pas beaucoup de Renois, les deux que je vous ai cités sont Renois, il n'y en a pas beaucoup à la comédie française, donc on donne de la force, et ils ont assuré, hein, ils ont été pris évidemment pour leur talent, et franchement, très impressionnant. Voilà, petite parenthèse avignonnaise sur le théâtre, après j'ai mon avis aussi hein, sur un théâtre subventionné, qui est subventionné, pourquoi, etc. Il y a des rebeux, il y a eu des rebeux avant d'avoir des Renois, ouais. Il y a eu des rebeux, j'en connais un, Jordan Rezgui d'ailleurs, un poteau que j'embrasse fort. Et pareil, hein, il a la petite trentaine et un crack vraiment. On attaque tout de suite l'épisode parce que évidemment après moi je vais jouer, il me reste 2 représentations comme d'habitude. En plus là j'ai plus mon vélo, j'avais un vélo électrique, il était tellement bien, j'avais loué ça. Oh là 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 là, une dinguerie, du poulet. Clairement, c'était un kiff de pouvoir me trimballer comme ça là, dans tout Avignon. Mais affaire à suivre, je pense que évidemment votre gars va probablement investir dans un vélo. Tôt ou tard, ça va arriver. On va lire les réactions concernant le dernier épisode de CKR. Il y a Yorick Le Guyadé qui a dit « Je suis graphiste et je veux bien collaborer avec toi gratuitement pour qu'on ralentisse le plus possible l'arrivée de l'IA. » Et ben ouais, j'avoue, mes vignettes ont fait réagir. Beaucoup de gens ont dit oui, mais de l'IA, machin. Moi j'ai dit bah j'enlève le job de personne parce que j'engageais personne. À la base c'était moi qui les faisais. Mais bien sûr, je suis ouvert, mais évidemment, tu vois, faut que je fasse avec les revenus de CKR. Faut pas en fait que les épisodes d'un coup soient déficitaires, sachant que là, j'ai même pas encore remboursé le nouveau matos dans lequel on a investi, etc., pour pouvoir faire des CKR plus constants. Là, je suis quand même à Avignon depuis presque un mois et on a eu des CKR parce que j'ai dû faire des investissements. Donc évidemment, voilà, les vignettes et tout ça, je suis d'accord avec vous. Même si pour moi, tu vois, j'ai un gars qui m'a contacté pour faire des shorts et des reels et même les montages, etc. Il a déjà bossé avec d'autres gens.
Et dans l'idée, moi, pourquoi pas, tu vois, ça pourrait me soulager un petit peu. Mais quand je lui ai parlé de vignettes, il m'a dit franchement, avec l'IA, tu peux faire des trucs et tout. Moi, je peux faire des petits trucs. Mais après, j'avoue que je vais utiliser l'IA pour pouvoir upgrade. Et j'ai envie de te dire, si tu le vois comme un outil, moi, par exemple, je vais vous faire une révélation. Je travaille beaucoup mes scénars. Là, j'ai des projets qui arrivent. Et moi, ChatGPT, c'est mon assistant. C'est-à-dire que je lui ai fait bouffer ma façon d'écrire sur d'autres spectacles, etc. Des structures de comédie musicale, par exemple, que j'aime beaucoup. Et je vais lui dire, tiens, mon premier jet, dis-moi quel est l'équilibre dans les prises de parole. Parce que c'est quelque chose que je pourrais faire, c'est-à-dire voir comment mes personnages parlent et qui a le plus de répliques, le moins, etc. Ça me prendrait du temps. Donc si je peux lui demander, et ça devient une petite main en fait, tu vois. Donc en vrai, tu vois, l'IA, il faut le prendre comme ta petite main plus. Parce que moi je repasse toujours derrière, je regarde toujours ce qui se passe, pardon. Et donc voilà, donc je veux pas voir ça comme un affront. Voilà. Je pense que tu vois ça comme un outil. Tant que tu en gardes la maîtrise et le contrôle, parce qu'évidemment pour l'instant tu ne pourras jamais remplacer les aspérités du génie humain. Alors. Y a quoi d'autre? Jubev qui dit bravo le cas, c'est top, encore une fois tu gères, merci beaucoup Frangin, ça fait plaisir. Il y a Binos Cham qui dit j'ai aperçu une nouvelle fonction que je ne connaissais pas sur YouTube, booster votre créateur préféré. Ah, en lui donnant un capital de points. Je viens de découvrir, je ne sais pas comment ça marche, mais je suis allé direct chercher ta chaîne. Oh, merci beaucoup, ça fait plaisir. Ça fait trop plaisir, vraiment merci beaucoup. Je connaissais pas cette fonction, donc tu vois, je la découvre avec vous. Biebar75 qui dit je ne suis pas arabophone, mais je déplore qu'il n'y ait pas d'emoji toz pour les no comment. Très très drôle, j'avoue, ça aurait été top. Walter qui dit un des meilleurs épisodes depuis que je suis la chaîne. Oh, t'es un amour. Longue vie à CKR, ce sera mon premier boost YouTube d'ailleurs. Putain, mais c'est quoi ces boosts? C'est génial. Trop bien. Allez, petite news HMD, la petite news Alhamdoulilah, celle qui fait plaisir. Il y a eu une découverte scientifique assez incroyable, c'est dans Science et Vie qu'on a pu lire ça. Une découverte scientifique qui ouvre la voie à un vaccin universel contre tout type de cancer. C'est l'équivalent du Doliprane. Pour les cancers, c'est les chercheurs de l'université de Floride qui ont testé un vaccin qui renforcerait le système immunitaire pour combattre tout type de tumeur. Et pour l'instant, ça a été testé uniquement sur des souris. Mais il pourrait révolutionner la lutte contre le cancer s'il est adapté à l'homme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Écoutez, ma foi, ce serait top. Parce que c'est vrai que c'est pas facile de voir des proches subir des cancers, parfois partir dans des circonstances très difficiles. Si on peut soigner, c'est cool. Voilà. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Réflexion plus philosophique. Je me pose beaucoup de questions sur l'âge jusqu'auquel j'aimerais vivre. Parce que j'ai peur, si vous voulez, moi, de ne plus être en pleine possession de mes moyens. Bon, je vais mettre les pieds dans le plat. Quand t'arrives à un moment où t'arrives même plus à te torcher le cul toi-même, est-ce que ça vaut le coup de continuer de se maintenir dans le game, tu vois? Et en même temps, quand t'es croyant, moi c'est mon cas, tu te dis que tu mourras quand tu dois mourir, quoi, tout simplement. Quand on l'aura décidé pour toi, quand l'univers, le destin, Dieu, peu importe comment vous l'appelez, l'aura décidé. Mais c'est vrai que je regardais une vidéo tout juste avant d'Edgar Morin, je croyais qu'il était mort, moi. Mais il a 104 ans, il les a fêtés là en juillet et tu te dis putain. Et puis bon, bah tu vois que le gars il est pas. Alors il a une vivacité intellectuelle qui est intacte, donc au final t'as envie de dire est-ce que c'est pas ça le plus important? Mais ouais, tu te dis oh, si je pouvais partir avant que ce soit douloureux de vivre. Oh, c'est beau ça. Putain, tu sens que je vais trop au théâtre là en ce moment. Tous les jours, je vais voir 1 à 3 pièces de théâtre. Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Mais oui, comme on dit, personne ne meurt avant son heure. Très belle phrase. Ouais. Les gens ont plus peur de ne plus pouvoir conduire et de perdre la tête que de ne plus pouvoir se torcher.
Ah, moi, c'est le cul, hein, c'est la dignité. Hein. Vraiment, c'est le fait que les choses de l'intime soient réservées à une tierce personne. Là, chaud, en vrai, je suis pas trop corda. Hein, voilà, mais après, c'est comme ça, c'est la vie et c'est pas toi qui a la main sur tout. On soutient, avant d'attaquer le Mezzé, les petites news à partager entre amis, on soutient. Comme vous le faites déjà très bien, soit via le Tipeee, c'est chambé, merci beaucoup. Soit via Twitch avec les subs. On était monté à des 139 subs. Là, on est redescendu à on a 40. 40 combien 45. Ah ouais. Là, ça a fait un trou, mais c'est normal, c'est notre faute. Pendant plus de 2 mois, on n'a pas été là. On accepte. J'espère vraiment que vous allez pouvoir retrouver cette vivacité et cette envie de maintenir justement à flot ce podcast et pour qu'on puisse faire plein de choses. Ouais. Plein de choses, notamment les épisodes en live. Pour la rentrée, ce sera fait, je vous le dis, je m'y engage. Et moi, j'aimerais bien reprendre des formats un peu différents aussi en public, comme rendez-vous, tu vois, que je fais avec le média, mais j'aimerais bien le faire encore plus large. Et puis surtout, j'aimerais vraiment pouvoir faire les meilleurs d'or. Une belle cérémonie et tout, franchement on se marrerait de ouf. Pour info, le lien YouTube dans la bio, Twitch est cassé. Ah bah tu fais bien de me le dire, j'irai vérifier ça juste après. Donc si vous voulez soutenir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous n'avez pas d'oseille, en tout cas, le fait d'ouvrir une fenêtre avec la vidéo, vous coupez le son et vous laissez la vidéo prendre les pubs, que ce soit sur YouTube ou Twitch, c'est déjà chambé. Puis après, si vous avez envie pour votre confort d'utiliser un adblock ou un truc comme ça, je peux le comprendre, je l'ai fait moi aussi. On passe au Mezzé, les petites news à picorer entre amis, en famille, pour les amener. Tout de suite, tu sais, pendant les pauses club avec les collègues, quand tu sais pas quoi dire, tu peux lâcher un petit « T'as entendu ce qu'il a fait là, Macron ?» Tu vois, c'est ce genre d'accroche, bah, c'est les Mezzé qui te les envoient. Sauf que là, t'as que du lourd, ok? On commence avec Emmanuel Macron, justement, qui va reconnaître l'État de Palestine. Ça me fait rire parce qu'il a fait un courrier pour dire qu'il allait reconnaître en septembre. J'ai envie de te dire, Chacal, qu'est-ce qui fait qu'en septembre, ce sera plus reconnaissable qu'en juillet? Qu'est-ce que ça demande, la reconnaissance d'un État? Je vous le dis en mille, Berlier Nabli, ce prof de droit international, de droit public, en caution, ça va rien changer, voilà. La reconnaissance d'un État, c'est quelque chose d'unilatéral, qui n'a pas d'existence particulière d'un point de vue juridique. C'est juste, comme je vous l'avais déjà dit, c'est comme si là tu voyais l'État, il est là-bas, tu fais « Oh, Palestine !» Mais je te reconnais, toi, c'est Palestine, hein. Allez, bon courage, à plus tard. C'est littéralement exactement ça, hein, de reconnaître un État. Il n'y a pas grand-chose qui va se passer, vous l'avez bien vu. Hein, notre gouvernement, d'un point de vue international, vis-à-vis d'Israël, n'a vraiment pas de couilles. Néanmoins, on aura la chance de pouvoir en discuter un peu plus après. Et ça arrive très tard. Et voilà. Et puis c'est toujours cette histoire du mois de septembre. Parce que quoi, tu veux préparer quoi? Non, parce que je crois qu'il va y avoir un événement le mois de septembre. L'Assemblée Générale des Nations Unies au mois de septembre prochain, voilà. Mais ouais, et d'ailleurs, bien vu, Mohamed, reconnaître la Palestine mais armer Israël, voilà quoi. Oui, c'est facile de s'acheter une bonne conscience ou de calmer, d'apaiser, tu sais, l'opposition dans ton pays. Tu prends une décision qui au final ne t'engage à rien. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Ça fait diversion. Ça fait diversion, mais en soi, il n'y a rien de concret à cette reconnaissance. Donc voilà, il y a eu pas mal de réactions sur Twitter. Monica qui dit pour l'instant tu n'as que de la gueule. La dernière fois c'était en juin, puis juillet. Maintenant septembre, personne ne te croit. Et même si tu reconnais l'État de Palestine, aucune sanction pour arrêter les génocidaires. Tu es et seras toujours coupable de complicité de génocide. Évidemment qu'il sera au tribunal de Gaza. Évidemment qu'il fera partie de la Cuenta. Hein, ça on pourra pas l'enlever. Mercure Fleur qui dit en attendant septembre on continue de compter les morts journaliers. Et les enfants, les bébés qui meurent de faim ou sous les bombes. Mais même avec la reconnaissance de l'État palestinien, il ne se passera rien. Hein, et malheureusement,
il y aura toujours tristement des enfants qui mourront. C'est un enfer de le dire, mais c'est la stricte et la triste réalité. Taoufik Tahani qui dit: pourquoi attendre septembre et pourquoi ajouter des conditions à la reconnaissance? Ah bah oui, parce qu'il y a eu des conditions. Pourquoi la Palestine doit être démilitarisée alors que Israël agresse ses voisins quotidiennement et sans raison? Soyez crédibles, reconnaissez la Palestine immédiatement et sanctionnez Israël. Alors oui, parce que attendez, je vais vous lire le courrier qu'il a fait. Alors il dit: l'urgence aujourd'hui, c'est que cesse la guerre à Gaza et que la population civile soit secourue. Okay. Il faut immédiatement cesser le feu, la libération de tous les otages et une aide humanitaire massive à la population de Gaza. Il faut aussi garantir la démilitarisation du Hamas, sécuriser et reconstruire Gaza. Il faut enfin bâtir l'État de Palestine, assurer sa viabilité et permettre qu'en acceptant sa démilitarisation et en ne reconnaissant pleinement Israël, il participe à la sécurité de tous au Proche-Orient. Il n'y a pas d'alternative. Ouais, super, merci, ça fait trop plaisir. Oh là là. Donc ouais, top 1 de la Cuenta exactement, NAFTA pour Macron, on n'oublie pas. Claudie Siard qui dit: fier de la France, cher Emmanuel Macron, merci, vous connaissez mes combats pour un monde plus juste. Nous étions d'accord sur plusieurs points, là je vous retrouve encore une fois, Claudie, mon frangin, mon grand frère que je respecte. Je ne suis pas sûr que, même si c'est une belle portée symbolique, je ne suis pas sûr qu'on en soit au symbole à ce niveau-là, au point de se réjouir de ce choix symbolique. Moi, j'ai très honte de la France et on va en parler dans le scan de Razi juste après. D'ailleurs, il y a une vidéo d'Agnès Buzyn, l'ancienne ministre, qui a parlé, qui a raconté des trucs. Et ben, on va regarder ce qu'elle a raconté tout de suite. Enfin tout de suite, juste le temps, hop, de se faire un petit quiz. C'est le mec, tu vois, qu'il est en galère technique. Juste le temps quand même de prendre le temps. Le retour de Bouzouet. Ah, merci monsieur Mick pour l'abonnement. Ouais, parce qu'Agnès Buzyn, bon bah vous le savez, hein, Agnès, elle était donc elle était ministre de quoi déjà? Je me rappelle même plus, putain. Elle a tellement fait de trucs. Ministre des solidarités, de la santé. Ben oui, de la santé, c'est vrai, c'est ça. Et ben on va regarder. Elle a ouvert son fiac et on va voir ce qu'il y a dedans. Évidemment, on sent que ça va être très intéressant. Dans ce sondage, c'est-à-dire que la majorité des gens disent oui, reconnaissance, mais le prérequis est nécessaire. Le prérequis, c'est désarmement du Hamas, reddition et libération des otages. C'est ce qui me fait penser qu'aujourd'hui, la décision d'Emmanuel Macron est une décision purement interne. D'abord parce qu'aucun des prérequis n'est obtenu. C'est ce que disait François-Xavier Bellamy. Deuxièmement, pourquoi aujourd'hui? Quelle est la situation internationale? Est-ce qu'il y a un sommet international? Est-ce qu'il y a une raison? Oui, du coup, voilà. Pour l'annoncer là. Et troisièmement, est-ce qu'on a réussi à entraîner avec nous d'autres États qui permettraient un grand mouvement vers la paix au niveau de l'ONU? Bah, y en a déjà 140, hein, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. En septembre. En réalité, il n'y a pas d'éléments extérieurs pour justifier d'une annonce cette semaine. Il n'y a pas les éléments du prérequis que le président de la République avait lui-même cités. Et à mon avis, il répond simplement à une opinion publique qui est choquée aujourd'hui et qui en a marre et qui voudrait que ça s'arrête. Et cette réponse symbolique qu'il apporte, c'est la seule qu'il puisse apporter. 148 selon Le Monde. En réalité. Et donc cette réponse symbolique, elle permet de dire oui, moi, président de la République, je comprends votre indignation et je suis de votre côté et voilà la réponse que j'apporte. Malheureusement, je pense que ça ne changera pas évidemment la situation et je pense, et c'est terrible, je pense en plus que ça affaiblit la gauche israélienne. C'est-à-dire que pour une solution à deux États, pour un processus de paix, il faut peut-être aussi réussir à faire sortir le gouvernement de Netanyahou, qui est quand même dans des positions très extrémistes. Et donc on a besoin aussi d'un renouvellement de la classe politique israélienne. Et là, cette annonce-là va braquer un peu les Israéliens qui disent bah, tout le monde est contre nous, et si ça se trouve, il n'y a que la force qui nous permette d'exister. Faudrait pas les braquer, hein, c'est vrai, hein, les pauvres. Nous n'avons plus d'amis, et donc ça justifie quelque part un peu... Nous n'avons plus d'amis.
plus d'amis, on en a plus d'abord. La position de Netanyahou. Donc en réalité, je ne pense pas que ça serve au niveau international. Ah non, faut pas braquer les Israéliens. Surtout là, les gars, faites attention, ils en ont chié. Faut pas les braquer quand même, les pauvres. Je veux dire, tu sais que c'est pas facile de tuer des gamins tous les jours. Donc vraiment, faut pas les braquer. Bref, affaire à suivre. On va en parler dans le scan de Razi. Mais on n'est pas fan de son intervention. Il y a une autre intervention dont on n'est pas fan non plus. Oh oui, il faut le nier. Il faut pas le nier, pardon. Alors, c'est pour Bruno Retailleau. Il existe selon lui la France des salauds qui tire sur nos policiers, nos gendarmes et nos sapeurs-pompiers et les autres. Et c'est marrant parce que, attendez, je vais vous montrer en fait. Je vais vous montrer le message, on va l'analyser ensemble, on va lire, on va écouter surtout, on va faire cet effort de Bruno Retailleau, notre ministre de l'Intérieur et des cultes, je le rappelle, à bas le voile, bien sûr. Donc on a d'un côté la France qui s'engage, autour de moi, et on a de l'autre côté la France qui sent sauvage. Déjà, ça commence mal, hein. La France sans sauvage, des mots comme ça, balancés, évidemment, tu laisses planer, tu précises pas pour l'instant. Chacun y mettra la catégorie de personnes qu'il a envie de mettre dans ce mot valise. D'un côté, Salut Nico, on est là, hein. la France des héros, et je vais vous dire de façon brute, de l'autre côté, la France des salauds. Alors la France des salauds, j'imagine que tu parles de ton parti et de toi, hein, évidemment. Qui tirent sur nos policiers, sur nos gendarmes et sur nos sapeurs-pompiers. Ah bah non, alors ça c'est peut-être l'un des seuls trucs qui font pas l'état encore. Vu les conditions dans lesquelles ils sont, on peut se dire qu'il y a quand même un peu une responsabilité politique dans tout ça maintenant. Qui organisent de véritables guet-apens, pour les attirer dans des souricières où ils pourraient les blesser grièvement, et même avec ce genre d'armes, évidemment, les tuer. C'est donc bien souvent non seulement la haine anti-flic qui anime ceux qui retournent ces armes contre nos policiers, mais c'est aussi une haine contre l'État. L'État, évidemment. La haine anti-flic, la haine de l'État, mais par contre, vraiment, il n'y a aucune hostilité vis-à-vis de la police et des décisions du ministère de l'Intérieur vis-à-vis d'une catégorie de personnes, pas de contrôle aux faciès, pas de violence, évidemment, elle est exemplaire, hein. Évidemment, face à ces armes, doit répliquer. Il faut réarmer, durcir notre législation, mais aussi notre action. C'est le sens de son plan. Bah voilà, encore une fois, quelqu'un qui n'écoute pas les chercheurs, qui se tue à dire que on ne répond pas par la violence, on ne répond pas à la violence par de la violence, car ça n'a jamais été une arme utile et qui permet d'endiguer la montée supposée de la violence, sachant que, évidemment, je le rappelle parce que, vous le savez, j'ai mon petit fichier de notes, ma petite boîte à debunk, et on n'est pas du tout dans ces histoires-là. Le chiffre du nombre d'actes de violence, il augmente. Certes depuis 6 ans, mais selon une sociologue qui s'appelle Renée Zoberman, ces chiffres ne sont pas une photographie exacte du niveau de violence en France. Voilà. On peut se fier, elle dit, aux chiffres du ministère de l'Intérieur, mais il faut moins se fier... Ah non, on peut d'autant pas se fier aux chiffres du ministère de l'Intérieur parce que la définition des délits de violence a changé dans les 40 dernières années. Elle est directrice de recherche au CNRS, hein, et sociologue. Et donc, globalement, si tu regardes en arrière, les chiffres sont plutôt stables ou en baisse. Les chiffres des homicides, ils ont été divisés par 2 depuis 1994 et ils sont encore très bas aujourd'hui. Et les violences non mortelles, ça explose. C'est que les statistiques sont gonflées par une meilleure prise en compte. Encore une fois, globalement, on n'a pas à s'inquiéter. Enfin, on aimerait qu'il y en ait moins, évidemment, mais on n'a pas à s'inquiéter. Pourquoi tu as l'impression qu'il y a des coups de couteau partout? Pourquoi tu as l'impression... Ouais, il y a dans Top Tendance sur mon écran. Pourquoi on a l'impression qu'il y a tout ça? Pour la simple et bonne raison
qu'à l'époque, je parle des années 80-90, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas accès à la presse locale de façon instantanée, on ne connaissait pas le moindre fait divers qui se passait dans les quatre coins de notre pays. Donc évidemment, si tu commences à colporter tous les incidents qui existent, ben là, très vite, tu fais monter un sentiment. Donc c'est totalement stupide d'ailleurs, et c'est tout le problème de notre presse. Tout ça pour dire que il est chiant, il est extrême dans ses propos, et évidemment il ne fait pas l'unanimité, il a envie de se voir comme présidentiable, on l'a compris, ça va être le nouveau chouchou des LR. Vous remarquerez que pour être un chouchou en politique actuellement, c'est triste, hein, faut être ultra réactionnaire, faut pas hésiter à mettre les pieds dans le plat en racontant des trucs très populistes et très démago. Faut faire dans l'émotion. Et ça, c'est dangereux. Il y a beaucoup de gens qui ont répondu, évidemment. Il y a Un Monde Meilleur qui dit « Je le qualifie de merde humaine, raciste et complice de génocide en cours. » Ça, c'est... oui, ça, je l'ai dit qui c'était. Yoros qui dit ce que je trouve marrant dans ces déclarations. Il semble uniquement, depuis le début, découvrir et se plaindre des choses qu'il y a de la délinquance, des soucis, etc. Mais comme toute personne lambda, en fait. Alors qu'il est ministre, c'est à lui de prendre des mesures. Ouais, c'est vrai. Mais lui, ses mesures, ça va être... Il faut renforcer, il faut armer, il faut... Non, mais c'est bon, c'est bon. Riyad, on sait qui sont les salauds. C'est vous et vos milices armées que vous appelez la police. Les étrangers ne serviront pas de bouc émissaire à vos délires fascistes. Et je le rappelle aussi, d'ailleurs, tiens, c'est bien que tu me lances sur les étrangers, même si tu savais pas que tu allais me lancer dessus, Riyad. Mais je rappelle aussi que concernant la violence, hein, toujours sur le thème de la violence, on entend des gens dire oui, 80-85% que les étrangers, toujours à sortir, le 70% des étrangers commettent des délits, machin. Bon, il y a 85% des délits qui sont commis par des nationaux, voilà. Les étrangers sont surreprésentés dans des infractions, c'est celles au logement et au papier, pas sur les violences graves. Et l'INSEE en 2019 disait que 82% des personnes mises en cause sont des Français, 18% des étrangers, alors que les étrangers représentent seulement 7% de la population. Et la CIMAD en 2022 dit que les étrangers représentent 25,6% de la population carcérale, mais nettement moins dans la société. Et on a d'ailleurs... non, on n'a pas besoin d'apprendre cette... énième info, tout ça pour vous dire que non, la corrélation qu'on essaie de faire avec l'immigration et la violence, elle ne marche pas, il n'y a aucune étude qui le montre et qui le prouve. Pour l'instant, rien ne le prouve. C'est que du concordisme de ah bah regardez, l'immigration monte, comme par hasard la violence monte, bah ouais, bah, et l'utilisation de vélos électriques elle augmente, et la courbe des violences aussi, qu'est-ce que tu vas en conclure ? Abruti, va. Tu vois, les gens sont cons, et quand t'es pas outillé et que tu ne suis pas des chercheurs, ben tu racontes de la merde. Et c'est tout le problème quand ces gens, c'est pas ton voisin, mais un putain de ministre. Alors là, c'est ouf. J'ai pas d'infos à vous donner plus que ce qu'il y a sur l'article du Parisien. Et si vous voulez aller diguer pour pouvoir en parler à vos potes, n'hésitez pas parce que c'est une dinguerie. Ça mériterait même une série Netflix. D'ailleurs... Putain, j'ai entendu un truc sur France Info ce matin, je vous le balance en mille. Il y a un juge qui a regardé le documentaire sur Bertrand Cantat, sur l'affaire Bertrand Cantat, sur Netflix, qui a décidé de consulter le dossier pour voir si il y avait tous les éléments qu'il avait pu voir dans le documentaire. Et il s'avère qu'une partie des éléments montrés durant le documentaire Netflix n'était pas présente dans le dossier. Du coup, le juge veut rouvrir l'affaire Bertrand Cantat. Je trouve ça assez incroyable. Comme quoi, parfois, en fait, tu vois, les documentaires peuvent avoir, ou les créations, hein, que ce soit d'ailleurs les docus ou la fiction, peu importe, peuvent avoir un impact. C'est assez ouf. Voilà, parenthèse fermée. Donc peut-être que là, ce sera la même chose pour ce dossier. Et ce dossier est deep. Accrochez-vous, les amis. Ça fait froid dans le dos. On dirait une théorie du complot. Selon le Parisien, Claude G, ancien agent du service action de la DGSE, l'unité la plus secrète du service des services de renseignement français, a été interpellé à Strasbourg parce qu'il aurait mis en place
un réseau de viols d'enfants filmés en direct depuis l'Afrique. Il serait le commanditaire de nombreux viols sur des très jeunes enfants au Kenya. Il aurait financé et orchestré à distance ces abus sexuels, filmés en direct, qu'il consommait ensuite pour assouvir ses pulsions. Et la plupart de ces V diffusés en direct, le mec qui se rappelle maintenant qu'il y a des mots qu'il veut pas dire, mais moi j'aime pas ce truc-là, parce que c'est pas un gros mot en fait. Visent des mineurs pauvres, parfois abusés par leurs propres parents, sous la direction à distance de commanditaires occidentaux, cachés derrière leurs écrans. Le nombre de victimes pourrait être très élevé au vu des flux financiers très importants transférés par cet ancien militaire à l'étranger. Si tout ça est avéré, raclure de chibre, fromage de cheesecake de chibre de son grand-père le chibre, c'est un truc de ouf. J'ai rien de plus à vous ajouter là-dessus. L'enquête est en cours, c'est dégueulasse, c'était dans le Parisien. Dégueulasse. Il y a une vidéo du canard réfractaire qui dure 16 minutes, qui révèle l'influence des lobbies israéliens en France, et notamment Elnet. Et c'est marrant parce qu'il y a une vidéo du CIO d'Elnet. Et c'est dingue que ce lobby en fait soit au sein de l'État et que ça choque personne, hein, qu'on soit là à faire des trucs, du taf sur l'entrisme, etc. Et pas sur ça. Le CEO, est-ce que j'ai sa fucking vidéo quelque part? Non. Allez, on va dire quoi? On s'en tape Ah si, attends, je vais vous la mettre quand même pour voir un peu ce qu'il raconte, le petit chacal. Mais moi là, je pense qu'il y a les gars veulent faire une commission sur LFI. Vous vous rappelez de la vidéo gênante là avec Bruno Le Maire? Ils veulent faire une commission sur l'entrisme, sur le frérisme, l'entrisme du frérisme au sein de la politique française, alors qu'ils ont un entrisme sioniste, mais qui n'est même pas à gratter. T'as même pas à gratter pour trouver des preuves. Et t'as envie de dire, et ça, genre, non, ça vous choque pas, quoi. C'est dingue comment ça a été accepté, comment ça a été banalisé, normalisé, et ça devient flippant. On va regarder cette vidéo du CIO d'Elnet, monsieur Ben Semoun. Il y a des résultats, Daniel, et les gens ne le savent pas. D'un côté, il y a la diplomatie officielle, et de l'autre côté, il y a la diplomatie parlementaire. Je rappelle, pour ceux qui voudraient se remémorer cette réalité, que l'immense majorité du Parlement, 75% des députés et des sénateurs, et peut-être même davantage, soutiennent... Bon, vous connaissez la théorie, hein. Quand tu commences à sortir des chiffres de ton cul, tu dis c'est à partir de 70%. Parce que là, le mec, au début, il dit 75%. Et après, vous avez vu ce qu'il utilise comme tournure. J'adore. 75% des députés et des sénateurs, et peut-être même davantage. Là, c'est là que tu vois qu'il a niqué tout son truc. Hein. Et cette règle des 70%, je te jure, demain, je suis docteur, je vais la théoriser. Hein. Parce que on me l'a fait, là. Il y a un droit tardé qui me l'a fait, enfin, qui me dit qu'il était apolitique. Sur Snapchat, qui m'a dit, non mais mec, moi je suis un connard de gauchiste. Et il disait, putain, mais branche ton cerveau. Si tu le faisais, tu remarquerais que 85% des médias sont de gauche. Oui. Il a vraiment dit ça. Hein. J'aimerais bien savoir, du coup, c'est quoi pour lui un média. Hein, vraiment. 85%, il a dit. MDR, mais oui. Lui, il a dépassé la théorie du 70, hein, vraiment. Donner un chiffre, mais dire peut-être plus, mais enfin, je pense, selon moi, parce que ça m'arrange, t'as vu. Exactement, c'est ce qu'il a fait. Moi, on continue avec lui. Soutiennent Israël, partagent les préoccupations du peuple juif contre la montée de la haine, veulent lutter contre l'islamisme, soutiennent Israël dans son combat contre le Hamas et le Hezbollah. Ça, c'est la réalité politique que nous avons en France. Et c'est le résultat de décennies de travail qui a été fait par les uns, par les autres. Nous y avons plus que d'autre part, et les choses sont en train d'évoluer. Maintenant, il y a un carteron de diplomates enquistés dans cette organisation qui est devenue un État dans l'État, presque une secte pour certains d'entre eux. Pas pour tous, encore une fois, ne globalisons pas. Tous les diplomates ne sont pas faits du même bois. C'est même bien le contraire. Mais c'est un combat. Il faut le mener. Et c'est ce que nous faisons. Vous savez, les gens voudraient que que les combats soient gagnés sans que les batailles aient été menées. Mais enfin, c'est pas sérieux. Nous menons la bataille pour la vérité. Pour la vérité, oui. Ça, c'est leur fameux
fameux mantra, hein, la bataille de la vérité, voilà. Parce qu'évidemment, nous, on est tous dans le mensonge, étant donné que qu'on ne les croit pas, tout simplement. Alors, on a des commentaires. Il y en a marre qui disent c'est décennies de travail. Et il a mis les guillemets. Et il a rajouté et de corruption n'ont aucun effet sur les peuples. Bah oui, en fait, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on a le moyen d'apprendre, de se renseigner. Grâce à Internet, grâce au réseau, on a accès à la presse étrangère, chose qui n'était pas le cas, enfin du moins qui était compliqué pour l'individu lambda. Et je pense que c'est ça qui nique tout, hein. Et c'est pour ça que les gens comme Arthur, tous les Fourest et compagnie pètent des plombs de voir que, ou Aurore Berger, on en parlera après, de voir qu'on n'arrive pas à gober leur narratif. Et ils achètent des espaces publicitaires devant des vidéos YouTube pour nous dire les méchants c'est le Hamas, les méchants c'est le Hezbollah. Je n'ai pas de précédent dans l'histoire du monde de gens qui ont eu besoin d'utiliser les médias, les appuis politiques pour pouvoir nous dire au peuple, nous le peuple, qui étaient les méchants et qui s'avère en plus qu'ils avaient raison. J'ai même fait une recherche qui nous amène sur un lieu encore plus dégueulasse, c'est que le seul précédent qu'on ait dans l'histoire de médias plus politiques qui marchent dans le même sens pour nous dire qu'il y a une communauté qui est méchante et l'autre qui est gentille, c'était l'Afrique du Sud pendant l'apartheid, où ils s'étaient donc alliés, médias et politiques, hein, de toute façon, ils ne marchaient pas l'un sans l'autre, pour dire que l'ANC, le parti de Mandela, c'était des terroristes et qu'il fallait les traiter comme tels. L'histoire nous montrera que c'était des résistants. Tout comme les Manoukian, Moulin, Jean Moulin, tout ça, qui posaient des colis piégés. Hein. Terroristes à l'époque. Sous une presse qui servait la propagande étatique. Terroriste. Puis après, avec le recul, ah non, en fait, résistant. Je suis pas en train déjà de vous dire que le Hamas est un mouvement de résistance. Je n'irai pas jusque là. Je suis juste en train de montrer qu'on n'a que des précédents qui sont dégueulasses, de médias qui vont dans le même sens que des politiques pour discréditer un groupe. Et que naturellement, quand aujourd'hui on est un peu plus éclairé, qu'on a le recul de l'histoire, plus des faits rapportés par des ONG, des journalistes, on se rend compte que on ne peut pas nous forcer à avoir de l'empathie pour un gouvernement et à absorber, à embrasser un narratif. C'est impossible, on ne peut plus. Tu ne peux plus faire ça aujourd'hui. Et la façon dont les gens ont spontanément pris les patins, si je puis dire, pour la cause de la cause cause palestinienne, ont directement, pour une grande majorité, j'ai bien l'impression, adhéré à cette souffrance, à cette injustice. Moi, ça me rassure dans ce qu'il y a de plus humain en nous. C'est de me dire que parfois, en fait, la fibre humaine, la petite lumière au fond de nous, elle existe en chacun de nous et qu'elle peut s'allumer, tu vois, au contact de quelque chose qui dépasse ne serait-ce que la réflexion, tu vois. C'est juste l'humain, tu vois, dans sa forme la plus naturelle qui va d'un coup se dire « Ah bah non, ça c'est pas juste, en fait, je le sens au fond de moi. J'ai pas les tenants, les aboutissants, mais je me dis que là, ça va pas, en fait. C'est pas juste. » Et ça, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Et c'est génétique. Tu sais, j'avais vu une étude sur des bébés et ils avaient montré que... Mais je crois que c'est Hamza qui me l'avait raconté en off une fois. Qui m'avait montré ça. C'était des bébés dans des expériences sur des bébés qui venaient de naître, qui avaient quelques semaines, et ils s'étaient rendu compte que quand ils mettaient en situation de danger un bébé, alors ils simulaient une situation de danger, genre faisant croire que le bébé allait tomber, un truc comme ça, c'est un peu chelou, et en fait les autres bébés essayaient par
any means necessary, par tous les moyens nécessaires et possibles, de rejoindre le bébé en situation de danger. Et ça, c'est quand même assez dingue. Ils ne parlent pas, ils ne peuvent pas communiquer, tu vois. Et là, donc, tu te rends compte qu'on a quelque chose qui est ancré. Et donc, tout ça pour dire que l'empathie, elle ne peut pas s'inventer à coup d'argent. Parce que là, ils l'ont essayé hein, avec la cause israélienne. Ils ont essayé de nous créer de l'empathie. Ils ont pris possession de la parole publique dans l'espace médiatique avec un relais politique assez important. Et au final, non, on s'en bat les couilles, ça marchera pas comme ça. On voit qui souffre et on peut pas cautionner. On peut pas juste aller dans votre sens et partir du principe que tout a commencé le 7 octobre. Et je pense qu'on aurait eu la même réflexion. Et là, je m'arrêterai là-dessus, mais je laisse cette porte ouverte. On en parlera plus tard. S'il y avait eu les attentats du 11 septembre 2001 qui étaient tombés là maintenant, je pense qu'on aurait eu le même cheminement. Genre, waouh, c'est violent ce qui s'est passé, hardcore. Et puis ensuite, on aurait creusé. Mais attends, ils ont fait quoi les États-Unis en Afghanistan? Qu'est-ce qui s'est passé en amont? Qu'est-ce que les Occidentaux ont fait pour provoquer ça? Tu vois, en fait, on aurait eu une autre façon de réfléchir. Et on était trop jeunes. 2001, j'avais quel âge? J'avais une dizaine d'années. Mais j'ai un de mes camarades de jeu qui, lui, a bientôt 60 ans. C'est la réflexion qu'il a eue, parce qu'il était un peu plus âgé. Au moment des faits, 2001, l'avion World Trade Center et tout, premier réflexe, c'était... c'est le retour de bâton. Parce qu'il avait conscience, en fait, du passif états-unien en Afghanistan. Et c'est sûr que si on n'a pas les outils, on prend juste ce fait-là et on pense que l'histoire commence par là. Et c'est un truc de ouf, en fait. Là, c'est dingue, du coup, que ça n'ait pas marché, ce truc-là, sur nous. Pareil pour la guerre en Irak. La guerre en Irak, là, déjà, on avance un tout petit peu plus dans l'histoire. D'un coup, ouais, non, chelou. Pas envie de rentrer dans ce truc-là. Pas envie de rentrer dans ce narratif, les méchants irakiens, machin. Et là, d'ailleurs, la France n'y est pas allée. Donc, ouais, c'est intéressant de voir un peu comment le peuple arrive à s'outiller différemment face à des faits qui sont violents et qui peuvent, du coup, twister. Oh putain, tu me fais vieux, là, j'avais 2 ans, Roronoa. Wesh. Qui peuvent twister la perception via l'émotion, tu vois, la perception que tu peux avoir. Tout ça pour dire que on va continuer avec direct dans le vif du sujet. J'avais une vidéo sur Bompard qui a pulvérisé jeudi, qui est devenu férié. Hein. Mais c'était sur tout ce qui est retraite, machin. Allez, vas-y, on va se la faire parce que je suis plus sûr. En fait, comme ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait l'épisode, c'est longtemps, 5 jours. Je sais plus si j'avais montré ça ou pas. Alors, on va se le faire. On change un peu de sujet, mais après, on va revenir dans le scan. C'est parti pour jeudi qui s'est fait fériériser. Oui, allez-y, Bruno. Vous voulez taxer des gens des gens riches, des gens aisés, très aisés, oui. Qui partiront. Mais non, mais les entreprises, elles quelle assurance vous avez que ces personnes-là vont rester? Je vais vous répondre. Vous allez voir, je vais vous surprendre. Donc vous les aurez pas, vos 20 milliards. Attendez, vous les aurez pas. monsieur Jeudi. Le problème, c'est que vous n'avez pas travaillé avant l'interview. Ça, c'est fatigant. Oh, Manuel Bompard. La vérité, c'est que oui, en fait. Hein. C'est que oui. Je vois le coup du mépris. Allez-y. À chaque fois, vous faites le coup. Non, mais en même temps, vous n'avez pas travaillé, monsieur Jeudi. Il a raison. parce que vous allez voir. Mais je vais désagréable. Mais je vais vous dire pourquoi. Mais je suis pas du tout désagréable. Si, vous êtes désagréable. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que dans la taxe Zuckman telle qu'elle a été proposée à l'Assemblée nationale, il y a un dispositif anti-exil fiscal qui fait que si des gens partent pendant 5 ans, ils continuent à s'acquitter de l'impôt en France. Donc en fait, ils ne peuvent pas partir parce que s'ils partent, les impôts vont continuer à les poursuivre. Comme par exemple, vous faites la moue.
Mais les États-Unis le font. Et nous, on pourrait pas le faire. Les États-Unis peuvent le faire et nous, on pourrait pas le faire. Donc, pardon, monsieur, je dis, c'est pas pour être déplaisant avec vous. Mais manifestement, ce détail-là, vous avez échappé. Sauf qu'aux États-Unis, vous n'avez pas le même niveau, le même niveau de dépenses sociales, le même niveau. Il y a une dette plus importante qu'en France, mais ça n'a pas l'air de vous déranger. Ça. Vous avez vu, en fait, ouais, c'est dingue de voir comment ces journalistes bourgeois protègent les ultra riches. Et vous avez vu son argument à la fin, sauf que les États-Unis n'ont pas le même niveau de dépenses sociales. Et vous vous rendez compte que le gars ne veut jamais abdiquer, c'est-à-dire que sa phrase n'a strictement aucun rapport. On est en train de lui dire, bah les États-Unis le font, pourquoi on pourrait pas le faire? Oui, mais les États-Unis, ils n'ont pas le même niveau de dépenses sociales. Cette phrase, c'est l'équivalent de bah pourquoi on pourrait pas aller à la plage demain? Bah oui, mais bon, en même temps, le Nutella, il est à 3,50 €, c'est cher. Voilà, ça n'a aucun rapport. Bah là, c'est ce que Bruno Jeudi vient faire. Ça n'a aucun putain de rapport. Aucun putain de rapport. Aucun putain de rapport, chacal. C'est quand même dingue. Le gars a dit oui, mais la prestation sociale aux États-Unis, c'est pas la même. On t'a dit quoi là? On t'a dit aux États-Unis, les gars, quand ils gagnent de l'oseille, ils sont imposés partout dans le monde. C'est-à-dire que même s'ils ne vivent plus aux États-Unis, ils lâchent leurs impôts, ils ralassent leurs impôts chez eux aux États-Unis. On les suit partout. La taxe Zuckman proposait de mettre un palier, un plancher de 5 ans, où pendant 5 ans, même si tu veux partir et quitter le pays, tu dois t'acquitter de cette taxe. Et d'ailleurs, bon, pas réponse sur leur dette, histoire de bien encadrer, que la dette est plus haute, etc. Vous me cassez les couilles. Vraiment, la médiocrité de ces gens, de ces éditorialistes. Hein, je le rappelle, hein, il y a, je le précise, parce que c'est important de le dire, 0,2% des riches qui partiraient si demain on devait les taxer. Voilà. 0,2%. C'est Gabriel Zuckman qui nous l'expliquait. Voilà. Et que si demain 500 milliardaires les plus riches de France quittaient la France, la chute de la recette serait de l'ordre de 0,03% du PIB, chacal. 0,03% du PIB. Et tu es là à nous dire, mais s'ils partent, ça va être la fin du monde. Bah non, parce que les riches, ils optimisent déjà. Ils savent déjà comment placer leurs sous. Donc clairement, il n'y aurait aucun impact, c'est résiduel. Et toi, tu es là à nous casser les couilles, à nous dire, non, mais attendez, mais... J'ai un bac ES. Je l'ai raté une fois. J'ai dû le repasser l'année d'après. J'ai eu genre 11. En éco, j'ai eu 12 ou 13. En socio, j'étais chaud. En philo, j'ai eu 14. Chacal, je suis con. Alors oui, on juge pas l'intelligence d'une personne à son niveau de diplôme. Plutôt à sa curiosité intellectuelle et aux propos qu'il peut tenir. Chacal, t'as fait plus d'études que moi. Normalement, t'es outillé pour aller chercher ces infos, Bruno. Là, Bruno, t'es férié tous les jours, toi, la vie de ma mère. Il s'appelle Bruno Jeudi, je le rappelle, sinon la blague est pas drôle. Mais vraiment, je comprends pas. Je comprends pas comment tu n'es pas allé chercher les infos. Tu as juste une idée qui te va et tu fais tout pour trouver... Moi, je l'ai fait aussi. Tu sais, quand tu veux absolument croire un truc et tu veux absolument avoir des sources qui vont dans ton sens. En fait, t'as rien à faire dans l'espace public. Alors, c'est pas une chaîne publique, mais t'as rien à faire dans un média sérieux qui est disponible publiquement. Comme le disait Van Damme, quand on sait qu'on est con, c'est qu'on l'est un peu moins. Totalement d'accord. Et d'ailleurs, je regarde sur mon petit truc, parce que je l'avais noté, je crois. Au Royaume-Uni, tu sais, ils avaient dit, ouais, au Royaume-Uni, si le nom d'homme, attends, je vais voir si je le retrouve. Ils avaient dit oui, si regardez au Royaume-Uni, il y en a plein qui sont partis, etc. Mais en fait, ça n'avait strictement rien à voir, encore une fois.
C'est dingue, c'est dingue. Vraiment, Zucman, il avait trouvé la parade et je croyais que je l'avais notée pour pouvoir la ressortir. Parce que vraiment, cette parade, elle était incroyable. Parce que je m'étais dit, merde, putain, Fabrice ou François Langlais, il avait sorti un truc, regardez aux États-Unis, au Royaume-Uni ce qui s'est passé. Il y a eu 700 départs, ou plus de 700 milliardaires qui sont barrés après l'instauration d'un impôt et tout et tout. Et en fait, Zucman, il expliquait que ça n'avait rien à voir. Il faudrait que je retrouve. Putain, je pensais que je l'avais noté. Je suis dégoûté. Oh, je suis dégoûté, putain de merde. Parce que ça, c'était le bail ultime à avoir pour niquer l'argumentaire de toutes les personnes qui seraient tentées de vous dire que voilà. Donc, je vous... Oui, qu'ils s'en aillent tous, vous allez voir que ça ne changera rien. Non mais quand même, 0,03% du PIB en moins si les milliardaires se barrent. Bah putain, alors que imaginez si la classe moyenne décide de se barrer. Ce serait intéressant de savoir ça représente combien du PIB. Tiens, j'aimerais bien savoir, tiens. Si la classe moyenne en France décide de quitter le pays. La classe ouvrière, tiens, je vais même mettre la classe ouvrière, tiens. Décide de quitter le pays. Combien de pourcents du PIB serait retenu? On va rigoler un petit peu. Alors après, des pincettes, hein, évidemment. Même si, moi, mon chat a été nourri aux think tanks, aux études universitaires, etc. Donc je lui demande toujours de chercher dans certains cadres. Ah bon, il a raison. Il m'a dit, il faut que je fasse un peu de socio-éco-fiction avec des bases solides. On va regarder ça après, on continue l'émission. Je le laisse gérer. Alors, on va aller sur le scan. Le scan, c'est quoi ? C'est un truc qui m'a rendu assez dingue. Vous avez vu l'information. On va revenir sur de la géopolitique. On va revenir sur ce truc-là. C'est cette déclaration d'Aurore Berger. Les bâtons de berger. Qui a dit ça ? Aurore Berger, vous avez assuré ce week-end sur X soutenir la proposition de loi de la députée Caroline Yadan visant à ce que l'abus d'accusation de génocide puisse entrer dans les cas possibles de contestation de crimes contre l'humanité. Concrètement, à quoi ça servirait cette loi ? On a depuis le 7 octobre 2023, c'est-à-dire depuis les attaques terroristes perpétrées à l'encontre d'Israël par le Hamas, une explosion de l'antisémitisme. Pas juste en France, hein. Dans toutes les démocraties, on a eu à connaître une explosion de l'antisémitisme. Petit breaking news qui n'a rien à voir avec Aurore Berger. Hein. Si la classe ouvrière décidait de se barrer comme les riches rêvent de le faire en Suisse, tu perds au bas mot entre 25 et 35% du PIB. Et non pas 0,03% comme les milliardaires. Et le pays entre en paralysie totale. Donc voilà, donc concrètement, la classe ouvrière, et j'ai pas rajouté la classe moyenne, hein, juste la classe ouvrière, elle quitte la France, le pays n'existe plus. Les milliardaires, ils quittent la France, c'est un lundi, quoi. Il se passera rien de spécial. C'est important de le rappeler, hein. À tous ces fils de raclures de chimres qui sont là à nous dire, à nous faire sentir qu'il va falloir travailler plus parce que t'as vu, non, on va pas demander aux riches, ils payent déjà assez, allez vous faire foutre. On continue, excusez-moi. Mais allez vous faire bien foutre. Avec même un risque de réenracinement profond de l'antisémitisme dans notre pays. Mais ça veut dire que quiconque dirait que Israël commet un génocide à Gaza pour être victime de on voit bien aujourd'hui que l'antisémitisme, il a changé de visage. L'antisémitisme, c'est pas uniquement... réponds aux questions, Chacalette, là, parce que t'es insupportable. Malheureusement, aujourd'hui, de dire « sale juif », aujourd'hui, c'est d'empêcher un étudiant d'entrer dans un amphi en traitant de génocidaire, c'est le traité de sale sioniste. Génocidaire. Et ainsi de suite. C'est de placer des cibles dans le dos des Français juifs en considérant que parce qu'ils sont juifs, ils sont responsables de la situation à Gaza. Ils sont très forts, hein, France Info. Hein. Pendant qu'elle parle de ça, ils mettent des images de Gaza bien deep. Et avec ce retournement historique... Ils sont énervés, France Info. Là, tu sens qu'ils se sont dit hey, pendant 1 an et demi, on a fait de la merde, journalistiquement parlant, on veut se rattraper. Là. Spectaculaire, qui fait qu'aujourd'hui, on accuse les juifs, puisque tout le monde est essentialisé, d'être responsables d'un génocide qui se produirait à Gaza. Il y a une situation dramatique,
déplorable. On a le droit de dire à que la Gaza, situation est mais ça dramatique n'est et pas de dire génocide. Parce que c'est une falsification historique. Sauf que le parquet national antiterroriste, Aurore Berger, s'est saisi il y a quelques semaines de 2 plaintes contre des franco-israéliens pour complicité de génocide. C'est bien que la justice française est sensible à ces non, mais la justice, elle fait son travail et elle doit le faire de manière indépendante. Mais encore une fois, on ne peut pas accepter les falsifications historiques. Et ça, c'est un... donc là, tu dis que la justice, elle dit de la merde, alors en gros. Dis-nous, Aurore, là. Un problème. De la même manière qu'on ne peut pas accepter que la croyance remplace la science, vous voyez. À un moment, il y a des choses qui devraient être intangibles. La croyance remplace la science. Alors là, cousine, tu viens de nommer exactement ce que tu fais depuis le début. Alors là, vraiment, si le culot avait un nom, il s'appellerait Aurore Berger, là. Intangible. Falsification historique. Hein. Et ça n'empêche pas le débat d'idées, ça n'empêche pas la liberté d'expression, ça n'empêche pas de critiquer. Ça n'empêche pas la liberté d'expression. Bah voyons, Guillaume Meurice. Bah voyons, Bloch Gardin. Bah voyons, en fait, hein, tout. Froidement et vertement et sèchement la politique qui est menée aujourd'hui par le gouvernement israélien. Mais ça veut dire que, 1, on n'essentialise pas. 2, on ne peut pas mettre des cibles dans le dos des Français juifs parce qu'ils sont juifs. Aucun Français... nous, en tout cas, on l'a pas fait. Hein. N'est responsable de la situation qui se passe à près de 4000 km de là, à Gaza. Notre responsabilité, nous, c'est garantir la libération de tous les otages, parce qu'il y a encore des otages qui sont retenus. Oui, c'est de garantir, évidemment, c'était pas le sujet. Le retour de la paix, et cette paix ne peut exister tant que le Hamas est là. Mais ça, c'est ce que nous avons dit. Et ça, d'accord, ok, d'accord, c'était pas le sujet non plus, on l'a jamais dit le contraire. Le début et l'aide humanitaire massive qui doit entrer à Gaza. Et votre collègue du Quai d'Orsay a dit ce matin qu'il faut aussi que la presse puisse accéder à Gaza pour dire ce qui se passe. Le petit passage sur la presse qu'on aime beaucoup. Bon, alors Aurore, en gros, elle dit que alors t'as vu, elle avait du mal à l'assumer. C'est la journaliste qui l'a ramenée à chaque fois, mais elle est prête à soutenir l'idée que on puisse pénaliser l'emploi du mot génocide pour qualifier les actions israéliennes et le gouvernement israélien. Et là, ça a un problème. C'est un problème parce que, encore une fois, on veut utiliser des armes juridiques pour empêcher les opinions. Mais est-ce que c'est juste une opinion? Pas sûr. Je vais faire mon petit laïus sur, évidemment, sur tout ce qui est lié au génocide, hein, évidemment, selon la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice. Donc, en gros, ces cours qui appartiennent à l'ONU, qui dépendent aussi de l'ONU. En gros, c'est quoi un génocide? Un génocide, dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide en 1948, un génocide, c'est un acte commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Donc, il y a 5 actes qui sont définis par l'ONU. Tuer des membres d'un groupe, tuer des membres du groupe, plutôt, dans son ensemble ou partiellement, causer des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale de ces 10 groupes, soumettre délibérément le groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, priver d'électricité, d'eau, de ressources, imposer des mesures visant à empêcher les naissances au sein du groupe, le lait infantile, tirer sur les hôpitaux où il y a des maternités, tirer dans les parties génitales, imposer des traitements des traitements contraceptifs. Et enfin, le 5e point, pour qu'on puisse dire qu'il y a un génocide, transférer des forces, des enfants de force des enfants, voilà, du groupe à un autre groupe. Alors, tuer des membres du groupe, on en est à 60 000 officiellement, mais selon les chercheurs occidentaux, que ce soit les chercheurs d'Harvard ou ceux qui ont publié dans The Lancet, on est plus sur autour de 300 000 personnes. Donc, ok, ça c'est top.
Donc là, l'ONU, MSF, Amnesty. Ensuite, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale, bombardement massif dans des zones peuplées, amputation, traumatisme lourd, usage d'armes interdites, on parle de phosphore, la privation, alors c'est ensuite, ces conditions de vie délibérément destructrices, la faim organisée, comme là, empêcher l'aide humanitaire de rentrer, coupure d'eau, de carburant, destruction des hôpitaux, attaque des convois humanitaires. Les journalistes, comme dans ceux d'Haaretz, en parlent. Empêcher les naissances, destruction des hôpitaux, absence d'accès aux soins prénataux, témoignages de femmes enceintes, tuées ou accouchant sans assistance, etc. Transférer de force des enfants, les enfants palestiniens isolés, arrêtés, déplacés sans trace. Il y a eu des alertes d'ONG et de juristes là-dessus. Et à partir du moment où tu demandes à tout le monde de bouger d'un endroit à un autre, enfants inclus, là déjà les 5 cases sont causées, mais il y en a une qui est la plus compliquée à obtenir en temps normal, c'est l'intention. L'intention, c'est alors la CPI et la CIJ insistent sur l'intention de détruire en tant que groupe. Il faut qu'on ait l'intention que l'Israël s'en prend aux Palestiniens parce qu'ils sont Palestiniens. Qu'il y ait une intention de les fragiliser, les détruire, de les mettre à mal. Et là, les membres du gouvernement israélien, on va pas dire qu'ils sont cons, on va dire qu'ils nous ont facilité la tâche. Comme le fameux Belzébuth Smotrich, ou des généraux de Tsahal, ou des Nili, elle fait pas partie du gouvernement. J'allais dire Nili faire mon cul, là, machin. Mais ouais. Sur I24, il y en a à l'appel, qui ont tenu des propos publiquement scandaleux, appelant à l'éradication ou au déplacement massif des Gazaouis. Il faut les déplacer, comme Netanyahou qui disait, il faut déplacer, il faut vider la bande de Gaza, il faut en faire une zone, une riviera. Il faut affamer Gaza jusqu'à ce qu'ils nous supplient à genoux. Il n'y a pas d'innocents à Gaza. On va les traiter comme des animaux humains. Enfin, voilà. Bon, qu'est-ce qu'elle dit, la Cour internationale de justice? C'est important d'être factuel. Hein. Et comme quelqu'un, c'est Georges Allen de Fenech qui le dit dans le chat, ils ont ouvert le guide du parfait génocide et ils l'ont suivi à la lettre. Voilà, totalement. La CIJ a reconnu qu'il existe un risque plausible de génocide à Gaza en janvier 2024. Elle a ordonné à Israël de prendre des mesures immédiates pour empêcher tout acte génocidaire et de préserver les preuves. Donc on te dit, là tu vas vers un génocide, fais gaffe. Donc il faut que tu fasses en sorte qu'on n'y aille pas. Bon, a priori, le message est tombé dans les spams. Une enquête de fond est en cours, mais évidemment de nombreux juristes, d'ONG, d'États estiment qu'on approche dangereusement du seuil juridique du génocide, voire qu'il a déjà été franchi pour la plupart. Donc en fait, c'est très simple. Je vis dans un pays où on n'a pas le droit de voler le bien de quelqu'un d'autre. Donc je sais que dans la loi, subtiliser le bien d'autrui sans son consentement, c'est du vol. Si je suis dans la rue et que je vois quelqu'un s'approcher d'un vélo qui n'est pas le sien, parce que j'ai vu le propriétaire du vélo descendre, le prendre et partir en courant avec, et que là j'entends le propriétaire du vélo dire « Oh voleur, on m'a pris mon vélo », je vais voir l'action, je vais dire « Ah, c'est un voleur ». Là, ce qu'il a fait, c'est un acte de vol. Il a volé un vélo. C'est un voleur, là. Ce qu'il vient de faire, c'est du vol. Et a priori, on va pas m'attaquer pour diffamation parce que... Là, je vous raconte la scène basique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'antécédent entre les deux, ils se connaissent pas, c'est pas style « Non, mais c'est mon frère, mais il m'avait volé mon vélo. » Non, on est sur le truc basique. Tu constates, tu as des faits, tu te dis « Bon, c'est un voleur. » Bon, là, Chacalette, Aurore Berger, là, si on voit un État qui coche toutes les cases de ce qu'est un génocide, qu'on a des preuves à non plus finir depuis 1 an et demi, on est en droit
de se dire, si quelqu'un coche toutes les cases du génocide, c'est peut-être un génocidaire. Je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre que la cour tranche pour pouvoir le dire. En revanche, le condamné pour génocide, c'est comme pour le condamné pour le vol, même si on est témoin, il va falloir qu'il y ait un juge qui puisse dire « Ok, c'est un voleur. Il sera condamné pour son vol de vélo. » Là, c'est pareil. C'est un État qui commet un génocide. La condamnation, on l'attend. Et on devra l'attendre pour pouvoir dire officiellement c'était un génocide. Mais en attendant que je me permette de dire que Israël agit comme un État génocidaire face aux Palestiniens, parce qu'il coche toutes les cases qu'on doit cocher pour un génocide, je vois pas en quoi ça te dérange en fait. C'est quand même dingue. Hein. C'est quand même dingue. C'est pour ça que là, de vouloir interdire la possibilité de parler, la possibilité de dire que c'est un génocide, alors que ça coche toutes les cases, là on est vraiment dans du fascisme pur et dur. Là vraiment, on assiste vraiment à empêcher de dénigrer de près ou de loin un État. Voilà. Oui, mais Aurore dit que la justice n'est qu'une croyance, je te jure. Non mais, fou la rage. Bref. Autre vidéo. Alors là, c'est les médias, toujours dans leur... c'est Pascal Praud. Toujours là, quand il s'agit de ne pas taffer. Israël demande aux Gazaouis de quitter Gaza pour les épargner. C'est ça la réalité. Avec des bombardements aériens. Vincent Hervouet peut-être... pour que les bombardements aériens soient moins meurtriers, oui, évidemment. Donc je pense la conscience que... pas de bombes qui épargnent les enfants, par exemple. Juste un mot sur le million de personnes qui doivent se déplacer dans la bande de Gaza avant l'opération israélienne. Ça s'appelle pas de l'épuration ethnique, ça? Quand c'est les chez eux. Pardon? Ils sont restés chez eux pour l'instant, hein. Ils sont dans le sud du Gaza. Non, d'accord, mais enfin, 1 million de personnes sur une bande de 40 km sur 20, vous savez, quand c'est les Azerbaïdjanais qui le font avec les Arméniens, on appelle ça d'épuration ethnique. Vous avez remarqué qu'on ne parle plus des Azerbaïdjanais. Oui, tout à fait. Donc ils vont finir le boulot. On parlait d'épuration ethnique parce que c'est un déplacement pour éviter des bombardements. C'est pas une volonté de vider Gaza des Palestiniens. Écoutez, oui, ça s'appelle une épuration ethnique, comme au Haut-Karabakh. Vous ne pouvez pas accuser Israël. Mais ils sont quand même dingues. Le mec, il est en train de te dire, c'est pas une épuration ethnique parce qu'il les déplace juste pour pouvoir bombarder. Donc, c'est pas une épuration ethnique. Voilà. Je comprends pas, en fait. Là vraiment, c'est pour leur bien-être, hein, en fait. Hein. C'est quand même l'armée la plus morale du monde. Donc, vraiment, quand on leur dit déplacez, sortez, quittez vos maisons, enfin, du moins ce qu'il en reste, parce qu'on va bombarder, on est quand même cool. Sachant qu'il n'y a aucune armée qui fait ça dans le monde. Wait. Les nazis, en 1939. Varsovie, Pologne. Ils avaient fait la même chose, ils ont envoyé des tracts 24 heures avant. On va vous bombarder, dégagez. Si c'est ça votre référence pour être l'armée la plus morale du monde, ça fait mal au cul hein, quand même. Hein. Israël de faire du nettoyage ethnique à partir du moment où il demande aux citadins de quitter Gaza, ville, pour aller dans le sud du territoire. Écoutez, on a deux extrémismes face à face. On a Netanyahou et on a le Hamas. Netanyahou refuse de faire évacuer les colonies illégales qui sont créées par des juifs radicaux sur les territoires occupés. C'est quand même dingue, cette mauvaise foi. Hein. Ils vont tous devoir répondre de leurs actes. Hein. Comme je vous l'avais déjà dit, hein. Il y a un rédacteur en chef, un seul, hein, qui a été pendu. Au tribunal au procès de Nuremberg, qui était à la propagande nazie. C'est un rédacteur en chef, il n'a jamais tué personne en vrai. Mais, propagande. On disait des trucs horribles sur les feuilles, il partageait, il faisait des articles dessus, il en a rajouté une couche, 2 couches, 3 couches, il légitimait l'action du pouvoir en place. Pendu. Chacal. Retenez bien cette histoire. Il y a une fake news qui dit qu'il y a plein de journalistes qui ont été pendus. Je me suis renseigné pour l'instant de ce que j'ai trouvé dans la presse écrite sérieuse. C'était une idée reçue, mais il y a eu un rédacteur en chef qui a été pendu. C'est déjà énorme pour moi, symboliquement. Ça veut dire qu'on peut le faire.
Bon, là on a enlevé les peines de mort, mais ça veut dire qu'on peut le faire. Je pense que c'est le sort qui attend les journalistes et les personnalités publiques qui n'ont pas arrêté dans notre pays de légitimer tout ce qui se passe en Israël. Et donc, par conséquent, ils vont devoir payer. C'est une évidence. Et c'est même pour ça que j'ai créé ce Telegram, CKR News, la Cuenta. Les liens sont dispo sur le Linktree. Ajoutez ce Telegram, je vois que ça va bientôt passer les 3000 personnes. Merci 1000 fois pour la force. Parce que vraiment, c'est chaud. Et vraiment, moi, je le fais dans cet intérêt-là, ce Telegram. Je l'alimente quotidiennement, quasiment, juste pour ça. Pour qu'on garde une trace de toutes celles et ceux qui ont légitimé ce génocide. Voilà. Dans la famille, on continue de laver l'honneur d'un État en France, d'un État qui n'est pas la France en France. On a la députée Caroline Yadan, la nouvelle meilleure Habib, qui se vante dans une vidéo d'être intervenue auprès de la direction de France Télé afin de donner ses directives pour faire taire les journalistes de France Télé. Je vous rappelle, il y avait un bandeau qui est apparu sur l'écran où il y avait écrit que Israël libérait des otages palestiniens et elle avait dit non mais c'est inadmissible de dire otages. Voilà. Alors qu'il y en a pour le coup, il y a des prisonniers palestiniens qui sont détenus administrativement, c'est-à-dire détenus sans raison, sans procès. Voilà. Juste sur le libre fait de l'armée israélienne ou du gouvernement israélien et qui attendent parfois depuis des années de savoir quelle sauce ils vont être mangés. Donc quelqu'un qui est détenu contre son gré sans particularité, sans procès ou quoi que ce soit, si c'est pas un otage, c'est quoi? Et donc Aymeric Caron, le GOAT, il explique bien la façon dont l'influence se fait en France à travers ce socle. Elle parle d'un socle, Caroline Yadan, de députés, de personnalités médiatiques, de Sophia Aram. En fait, elle nous a fait la Cuenta, c'était incroyable. Vous allez voir, elle nous a fait gagner du temps sur la Cuenta. C'est parti, on va écouter ça. Et là, je vous ai mis un exemple de ce que j'avais fait. Alors, c'était juste avant sur France Inter. Ah ouais, sur France Inter, t'as l'air contente. Un jour, sur France Inter, je suis interpellée et je vois un bandeau. Alors, je vous dis pas voilà, un bandeau, donc criminels palestiniens libérés d'otages. Donc, vous voyez, 200 otages palestiniens retrouvent leur liberté. Donc, évidemment, c'est insupportable. Donc je fais un courrier à France Inter que je rends public, je réagis immédiatement sur Twitter parce qu'il faut réagir au quart de tour et ça s'enflamme et ça prend etc. une ampleur inégalée et tout de suite la direction de France TV va réagir, va procéder à des excuses immédiates. Je sais pas si vous Mais le mal est fait. Rappeler, alors oui, le mal est fait, bien sûr, mais en tous les cas, ce qui est fait que c'est passé, c'est-à-dire que cette erreur-là a été produite, j'ai eu au téléphone la responsable de la diffusion de ça, le numéro 2 de France TV. Et... L'entrisme, il est comment là? L'entrisme, il est comment là, les cousins? Et elle s'est excusée platement et elle l'a assuré en tous les platement, je le précise. Cas que le process qui avait conduit à ça serait révisé et que cette erreur-là ne serait plus jamais faite. C'est les médias, il n'y a pas que moi. Et Aurore Berger a une parole très très forte aussi, je pense que vous l'entendez. C'est parti pour la Cuenta. Hein. Et, vous l'entendez souvent, il y a Sylvain Maillard, il y a Mathieu Lefebvre, on a des amis dans la place et c'est aussi la diffusion de cette parole-là, mais ce sont des personnes comme Raphaël Antoven, comme Caroline Forest, des gens qui ont cette parole-là, comme Sophia Aram. Heureusement qu'il y a ces gens-là aussi. C'est un combat très difficile. Eh ben merci pour la Cuenta, hein. Merci de nous avoir rassurés. Hein. On pensait qu'on devenait des théoriciens du complot
à dire qu'il y avait un entrisme sioniste dans l'État français, dans les médias. Bon bah voilà quoi. Ah, ils l'aiment leur Sofia Aram. Hein. Alors là, putain, c'est leur go sûr. Hein. Là, je peux te dire que elle, tranquille. Hein. Alors, bien évidemment, malgré tous les efforts du monde, tu feras jamais partie de la famille. Hein. Là, on t'aime bien, mais tu restes juste une arabe. Hein. Tôt ou tard, comme pour Chalgoumi, ça te reviendra à la gueule. D'ailleurs, Chalgoumi qui s'est fait épingler sur un média arabe, ça faisait plaisir de le voir même se faire hagar en arabe par un journaliste qui a rigolé parce que en gros il lui a dit mais pourquoi vous avez embrassé le rabbin sur la main ou le président, je sais plus là, je sais plus qui l'avait embrassé. Oh là 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 là, putain, très très drôle. Salut gros bignol. Il arrive Chalgoumi et il était tellement pas bien parce qu'ils lui ont dit mais vous n'étiez pas obligé de le faire. Il a dit non mais vous avez vu qu'une partie de la vidéo, mais lui d'abord il m'a embrassé la main. Il fait bah non nous on l'a pas vu ça. Et il avait l'air gêné, il a retiré sa main même. Et là Chalgoumi il a switch off la vidéo. Bah oui chacal, attends c'est marrant ça. On va regarder une vidéo d'I24 d'ailleurs. Alors attendez, j'ai mon ami Tissem qui m'a fait une news vocale et j'ai l'impression qu'elle est en train de me dire quelque chose par rapport à I24. Je vais mettre la note parce qu'elle m'a dit. Au début, elle m'a dit il y a E-News qui va fermer. Et E-News, je connais pas, tu vois, il y a E-Télé, c'est News. Mais... Et là, elle m'a dit ça. E-News, la chaîne de télé qui faisait les Hollywood Stories, tu sais, qui diffusait la famille Kardashian à l'époque. Ah, ok, je pensais que tu parlais de I24 News, je suis dégoûté. Ah ouais, putain, super. On s'en fout, on s'en fout. Alma, Zaref, Tissem, je m'attendais à un truc de ouf sur I24. Dégoûté. Ah, dégoûté. Décrivez-nous peut-être d'abord l'objectif du rendez-vous et puis la teneur des échanges tout à l'heure. Est-ce que ce forum a mobilisé peut-être aussi au-delà du spectre de la droite israélienne? Bien, ce congrès a été programmé par le mouvement Ribonout, le mouvement Souveraineté et le mouvement Israel is Forever. Elle est poursuivie là. Afin de pousser le parti Likoud. Elle était contente de bloquer les camions humanitaires en direction de Gaza. Le parti au pouvoir pour qu'il fasse pression sur notre Premier ministre, car il s'agit aujourd'hui d'une opportunité historique. Nous pouvons aujourd'hui appliquer enfin la souveraineté sur la Judée-Samarie, chose que nous aurions dû faire depuis 1967, depuis la date à laquelle nous avons libéré ces territoires qui représentent véritablement le berceau du peuple juif. Et durant ces 58 années, nous avons finalement envoyé un message erroné aux nations du monde. Nous leur avons dit qu'en réalité, nous hésitions sur la nature de notre droit sur ces terres, que après tout, Hebron, qui est pourtant la ville des patriarches, là où ils ont vécu et là où ils sont enterrés, eh bien peut-être qu'après tout, ça n'était pas vraiment partie intégrante de la nation juive. Eh bien aujourd'hui, il est temps de réparer cette erreur colossale qui a été faite. Ces terres sont à nous, elles sont véritablement le berceau de l'histoire juive. C'est là-bas que nos patriarches ont vécu. C'est vers ces terres que auxquelles nous rêvions lorsque nous étions en exil. Et ces terres sont véritablement la source de notre droit sur tout Israël. Ceux qui votent pour le parti des léopards mangeurs de visages et qui seront étonnés quand des léopards mangeront leur visage. Je l'avais pas la ref, mais j'adore. Vraiment, c'est Sofia Aram, Chalgoumi, etc. Bon, Nili Couferman. En fait, que dire? Donc là, ils se réjouissent de quoi? C'est l'info sur laquelle je voulais qu'on finisse. Ils se réjouissent je voulais le donner après, mais en fait, j'ai mal foutu ma sélection de vidéos. J'aurais dû la mettre après. En gros, la Knesset, donc l'Assemblée, le Parlement israélien a voté pour il y a 2 jours, pour l'annexion, un texte appelant l'annexion de la Cisjordanie occupée, qui, je vous rappelle, normalement est un territoire qui doit être soumis à l'autorité palestinienne. Il n'y a pas le Hamas là-bas, je le rappelle aussi.
et des Palestiniens sont quand même tués régulièrement. Et donc, alors en fait, je veux bien que vous m'envoyiez la ref là, de trucs des léopards sur Discord. En fait, ce ne sont pas seulement les alliés de Netanyahou qui ont voté pour, mais il y a également des députés de l'opposition. Et donc là, ils acceptent de se dire tout seul, bon allez, vas-y, la Cisjordanie, on va l'annexer. Comme qui? Comme les Russes. Et j'aimerais bien voir le tollé que ça va provoquer médiatiquement, ça. Est-ce que du coup, on va parler maintenant d'Israël comme la Russie? Ou pas? Vous avez votre réponse déjà, comme on a pu voir toutes les vidéos. La presse a l'air bien dressée et n'a pas envie de tenter hein, d'offrir une version un contre-pouvoir. Mais ils ont décidé d'annexer illégalement la Judée-Samarie, comme ils l'appellent, parce que dans la Bible, machin, mon cul sur la commode. Non mais vous êtes sérieux, les gars? Moi, les seuls gens que j'ai en tête là, qui se basent sur un livre saint pour justifier de leurs exactions, de leurs meurtres, du non-respect des droits, de placer leur texte saint au-dessus du droit, c'est les djihadistes. Voilà, c'est tous ceux que vous n'aimez pas, c'est les islamistes, c'est Daesh, c'est vraiment, c'est les mêmes méthodes, la même façon de faire, c'est juste que vous avez réussi à maquiller le truc proprement. Et c'est quand même assez dingue, hein. C'est quand même assez dingue. Alors, vraiment, ça me dégoûte au plus haut point. J'ai hâte de voir comment les médias vont réagir à cette info qui est passée, mais genre j'ai dû diguer pour trouver l'info. Hein. J'ai dû diguer pour trouver cette info qui est quand même scandaleuse. Vraiment. On va finir avec ce sujet-là. J'ai une dernière vidéo. Ah ouais, cette vidéo, elle est hardcore. Elle est hardcore de ouf. Vraiment, elle m'a glacé le sang. C'est un médecin qui parle en direct de Gaza à la BBC. Je vais traduire au fur et à mesure pour les gens qui nous écoutent et qui lisent pas. Of injuries. I've seen the abdominal injuries, but my colleagues in the emergency room describe a very clear pattern where on particular days they'll... Donc là, c'est un chirurgien britannique à Gaza qui s'appelle Nick Maynard. See different body parts targeted. So on one day they'll all be abdominal gunshot wounds, on another day they'll all be head gunshot wounds or neck gunshot wounds, on another day they'll be arm or leg gunshot wounds, and on last Saturday, there were 4 young teenage boys, all brought in very, very rapidly in succession with gunshot wounds to their testicles. So they'd clearly been targeted to their testicles, and this is a pattern that we're seeing every day. Donc là, pour celles et ceux qui sont en voiture, qui sont pas fluents en anglais, ce chirurgien britannique à Gaza a déclaré à la BBC le 18 juillet 2025 que ses collègues avaient constaté un schéma, lui aussi d'ailleurs, dans les blessures qu'il traitait au quotidien. En gros, ils se sont rendus compte que les blessés qui étaient amenés dans les hôpitaux de fortune étaient amenés avec un timing très rapproché sur leur brancard et ils présentaient les mêmes blessures par salve. Donc il y a un jour où il y a 4 personnes qui vont venir et qui vont avoir une balle dans le bras. Un autre jour où ils vont être touchés dans le cou. Tous les gens qui arrivent à l'hôpital sont touchés dans le cou. Un autre jour où tous les gens qui sont amenés au médecin vont être touchés à la tête. Et là, il disait un jour où on m'a emmené à un court intervalle 4 jeunes qui ont tous été touchés dans les testicules par des snipers. Et je suis désolé, hein, je ne peux pas me précipiter sur cette info.
c'est un des trucs les plus inhumains que je n'ai jamais entendus. Les Palestiniens sont devenus des jeux, un Squid Game / Hunger Game pour des soldats israéliens, des snipers, des lâches, qui s'amusent entre eux à se faire des challenges. Aujourd'hui, c'est leg day. Aujourd'hui, c'est headshot. Aujourd'hui, on tente les testicules. Je sais pas si vous vous rendez compte. On continue. That these young teenage boys are systematically being targeted, and it's almost as if a game is being played, that they're deciding to shoot the head today and the neck tomorrow and the testicles the day after. Mohamed rappelle à juste titre que dans le lot il y a des binationaux et d'ailleurs certains qui commencent à avoir qui sont poursuivis. Et on rappellera, oui, que parmi ces chiens, il y a des binationaux et qu'on va les croiser potentiellement dans notre rue, en toute impunité. Comme si on pouvait croiser là des Daeshois qui ont commis des exactions horribles sans précédent en Syrie ou ailleurs, et puis qui reviennent. Sauf qu'eux, ils reviennent pas en clandestin. Hein. Là, les soldats franco-israéliens, ils reviennent par Orly, CDG, ça prend son Uber, tranquille, hein, ça revient pas par des biais détournés. Hein. Waouh, la cuenta, elle va être salée. Je sais pas si vous croyez en Dieu, les amis. Je sais pas si vous croyez au destin, à l'univers, mais tu peux pas faire du mal sciemment comme ça et t'en sortir indemne. Vraiment, ton karma, il va te retomber sur la gueule. Mais j'aimerais pas être à votre place. Et Dieu sait que je suis loin d'être parfait. Hein. Moi aussi, je suis un pécheur. Je commets des péchés. La plupart du temps, il me retombe sur la gueule. Mais bah putain, je suis content que d'en être à ce niveau-là, quoi. Et d'en prendre conscience et de me dire, bon bah, waouh, faudrait que je fasse plus attention. Plus attention quand je sors sur le vélo, que je check pas qui passe, qui traverse, que je manque pas de rentrer dans quelqu'un. Et qu'un jour après, hop, ça me tombe dessus, etc. Faut que je fasse attention des bails comme as, tu vois. Mais alors vous, là, waouh. Votre repentir, il va devoir être plus que sincère si vous voulez vous en sortir, les amis. Hein. Parce que face à la justice, le repentir, il marchera pas. La justice sera d'une sévérité absolue. Et si la sévérité ne vient pas des peines qui vont tomber sur votre cul, mais juste la justice universelle, elle ne vous lâchera jamais de commettre des exactions comme celle-ci, comme si t'étais dans Call of Duty ou dans Fortnite, dans Valérian, là, je sais pas quoi, Valorant, Valérian, rien à voir, et que tu crois que tu vas t'éclater avec des êtres humains, quoi. Ça t'excite, ça te fait passer le temps. Chacal, tes jours sont comptés. Tes jours en paix sont comptés avant que le monde te tombe dessus. On ne peut pas vivre tranquillement quand on commet ce genre d'exaction. C'est d'une immondice sans nom. C'est vraiment ce qu'il y a de plus sombre dans l'être humain. Enfin, vraiment. Hein. Et il y a des gens, Fourès, Santoven, etc., qui ne parlent pas de ça. Arthur, qui ne parle pas de ça. Qui ne parle pas de ça. Non, le 7 octobre. 7 octobre. N'oubliez pas, hein. Ouais, chacal, on n'oublie pas. On n'oublie pas le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, tous les jours. Avant et après. Et c'est pour ça, en fait, que ça va être dur pour vous, tôt ou tard. Et j'aimerais pas être à votre place, sincèrement. Pour l'instant, c'est dur d'être à la nôtre. On a l'impression d'être en marge de la société, même si ça commence à se rééquilibrer, etc. On n'a plus envie de se cacher maintenant. Mais ça a été dur au début, hein. Pression de dingue, hein.
Ah, dis donc, tu vas signer cette pétition, Kevin, t'es sûr? Elle est bizarre quand même. Toutes ces insultes, les WhatsApp, les machins, etc. qu'on reçoit, les pressions, les projets sur lesquels on va pas être. Ah bah non, parce que non, il est un peu bizarre. Il a quand même dit ouais, ce serait bien de pas bombarder la Palestine. Ouais, je me méfie. Non, non, non. Et vraiment, tôt ou tard, vous vous souviendrez de toutes les fois où on était là, parfois peut-être même apeurés, hein, à se dire non mais, enfin, je sais pas, je crois que c'est juste là ce que je défends comme cause. Pourquoi tu m'en veux? Et que vous aviez pris votre assurance parce que vous aviez toute la machinerie derrière vous qui vous donnait l'impression d'être du bon côté. Waouh, la chute elle va être brutale. Et je finirai là-dessus. On va passer au no comment. Je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter, moi non plus d'ailleurs. Alors. On va commencer, c'est parti, par la première news. Un quart des jeunes enfants examinés la semaine dernière par Médecins sans frontières à Gaza est malnutri, source AFP. Des Israéliens ont arrêté des camions d'aide humanitaire en direction de Gaza dans la nuit de jeudi. Et enfin, le ministère de la Justice américain n'a pas dévoilé la liste des noms dans le dossier Epstein pour protéger les victimes des actes pédocriminels présents. Et il y a une vidéo de Jeffrey Epstein qui est ressortie, où on lui demande s'il connaissait Donald Trump. Il a répondu que non, que oui. Et ils lui ont dit, est-ce que vous avez déjà fait des soirées avec Donald Trump où il y avait des filles mineures? Et Jeffrey Epstein a répondu, j'invoque le 3e, le 4e et le 5e amendement. Allez, c'est parti, on finit avec un peu de miel, Et si je vous dis Ronny, vous allez penser à R10, Ronaldinho, mon joueur préféré évidemment, mais tous les Ronny sont incroyables. Là, c'est le R10, Ronny R10 Broman, ancien président de Médecins sans frontières, si je dis pas de bêtises, qui nous a sorti un miel d'acacia, un miel de Malouka, hein, vraiment un miel qui se déguste, qui te vraiment te dilate les tympans. C'est le truc qui veut rien dire. Tu sens que je cherche des métaphores, je ne les ai pas. Il est chambé. Et il est actuellement sur quel... Ah, tiens, est-ce que j'ai reçu un appel? Ah ouais. Numéro inconnu. Bah tant pis. Il est face à je ne sais qui sur France Info. Et regardez un petit peu comment il va le mettre bien, j'ai envie de dire. Venir un pays dont je pense qu'il est démocratique, et je pense que c'est à peu près admis, Israël, même si vous le contestez. Demandez aux Palestiniens ce qu'ils en pensent. Demandez aux Palestiniens. Et une organisation terroriste. Pardon, excusez-moi. Demandez aux Palestiniens qui vivent sous juridiction israélienne ce qu'ils pensent de la démocratie israélienne. Il me semble y a beaucoup d'Arabes israéliens qui pensent qu'elle est effectivement qu'elle fonctionne. Ah oui. Bah, il y a 2 millions d'Arabes israéliens. Oui, il y a 2 millions d'Arabes israéliens. Demandez-leur. Regardez comment ils s'expriment. Il y a eu pas mal de reportages là-dessus. Je dis pas qu'ils pensent tous comme ça, mais... Non. Il y a 5 statuts de Palestiniens, 5 statuts juridiques de Palestiniens. Les Palestiniens de 48, disons que les Palestiniens à l'intérieur d'Israël, les Palestiniens de Jérusalem, les Palestiniens de Cisjordanie, les Palestiniens de Gaza et les Palestiniens réfugiés. Je laisse de côté les réfugiés, ça n'est pas directement sous juridiction israélienne, bien qu'ils soient à l'origine quand même du statut de réfugiés. Mais 4 statuts juridiques différents, dont 2 qui sont à Gaza et en Cisjordanie des statuts juridiques nuls, c'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont aucun droit et qui vivent à côté de gens qui les envahissent et qui ont tous les droits. Si vous appelez ça une démocratie, alors moi je ne sais plus quelle valeur attacher au mot. Il me semblait qu'il y avait des élections libres dans ce pays. Il y a des élections libres. Ça suffit pas pour déterminer qui est à ce moment-là. Si, il y avait des élections qui étaient libres pour les Blancs en Afrique du Sud. Pour les Blancs, que pour les Blancs. Et il y avait aussi des députés noirs à l'Assemblée. Eh bien, l'Afrique du Sud n'était pas une démocratie, c'était un État raciste, comme l'est l'État israélien. Je vous laisse la périne. Il l'a tellement niqué. C'était incroyable, il l'a tellement niqué. Bah ouais, chacal. Quand tu crois que tu dettes ça,
mais que t'es médiocre intellectuellement, ferme-la, j'aurais honte à ta place. Tu vois, regarde, moi, Ali Babal, l'apostat, il voulait faire un débat avec moi. J'ai la prétention de savoir que je ne pourrais pas être aussi calé en religion que je le souhaiterais pour pouvoir débattre avec lui. Donc ça ne me sert à rien. Je préfère avoir Dr H qui débatte avec lui et qu'il en fasse une chakchouka, vraiment. Mais alors là, le miel lui a dilaté le fion. Ah non, mais on ne lui demande pas de débattre. Non, mais vraiment, ouais, déjà, on ne lui demande pas de débattre. Déjà, on s'en battait les couilles de débattre avec Ali Babal. D'ailleurs, on m'a envoyé la capture, le screen de sa vidéo. On voit une femme voilée intégralement qui est assise et il y a un trou au niveau de ses fesses. Donc on voit l'arrêt de son cul. Donc en fait, j'ai envie de dire, mais Chacal, que tu sois... que tu aies quitté la religion musulmane parce que tu la supportais pas, etc., grand bien t'en fasse. Et si tu trouves refuge en France, tant mieux, parce que notre démocratie permet ça. Bah, je sais pas, moi, en fait, si je veux quitter une religion qui m'a fait du mal, je la quitte. Et je veux plus en entendre parler. Mais toi, Chacal, là où tu peux à chaque fois en mettre 3 couches, tu le fais. Mais il y a un moment, faut lâcher l'affaire. Ah bah tiens, ça me ramène des followers. Ah bah tiens, j'arrive à vendre des livres là-dessus. Ah bah tiens, je fais des vues. Ah bah je vais peut-être pas arrêter en fait. Hein. Non, bah tiens, j'ai la fachosphère qui me suit. Bah ouais, mais maintenant, on a compris. On a compris qu'en fait, t'as vu t'avais un intérêt aux yeux d'une sphère, celle des fachos, et t'étais tout content d'être suivi. Et tu t'es dit que tu mangeais bien comme ça et que t'allais continuer à t'engraisser sur cette religion que tu ne veux plus pratiquer, dont tu ne veux plus faire partie parce que tu ne la supportes pas. C'est quand même dingue, hein. C'est vraiment quand même ultra dingue ce que le gars est en train de faire. Et si j'aurais envie de dire, si tu n'aimes pas l'islam, n'en dégoûte pas les autres, je te jure que toi tu ne l'as pas aimé pour tes raisons qui sont propres, mais tu as le droit de le dire. Mais après, chacun à un moment, faut lâcher l'affaire. C'est quoi en fait ta plus-value en tant qu'être humain? C'est de critiquer une religion? Mais c'est quoi, toi, de base, c'est quoi ta plus-value? Tu fais quoi dans la vie, en fait? C'est quoi ton job, en fait? À part dénigrer. Qu'est-ce que tu fais? Bon, on pourrait me rétorquer la même chose. C'est quoi ton job à part dénigrer les médias? Bah, moi, je peux le répondre. Je suis comédien, humoriste, auteur. J'adore raconter des histoires. Voilà ce que je fais. Le stream, c'est un plus avec un projet, monter un mouvement, l'avant-garde, qui permettra l'éducation populaire, réunir la culture et les chercheurs pour qu'ils puissent ensemble éduquer de façon efficace tout un tas de personnes pour justement s'éloigner de l'obscurantisme. Bim! Dans ta gueule, Chacal, tu croyais que je savais pas ce que j'allais dire. Donc, tout ça pour te dire tout ça pour dire que Ronnie Broban nous a fait plaisir. L'autre ne savait plus quoi dire parce qu'il n'avait pas les arguments. Et c'est toujours un kiff de voir ce genre de miel. Je vous dis à très très vite. On se voit là pour la semaine prochaine en retour à Paname, en direct des studios que vous connaissez. Et normalement ça bouge pas, hein. On fera nos 2 épisodes par semaine. On a plein de choses à se raconter. Je tiens tout l'été avec vous. Et septembre, et octobre, et novembre et décembre, je ne vous lâche pas. On se voit très vite. Continuez à nous soutenir partout, de liker, de commenter, de mettre des 5 étoiles par-ci, des likes par-là. Moi, je finis mon festival. Je vais pas tarder à bouger. Là, dans 10 minutes, je pars au théâtre. Merci pour votre soutien indéfectible. Et Kevin revient quand? Alors, Kevin, c'est moi. Et je reviens lundi ou mardi. Lundi ou mardi, je sais plus ce qu'on faisait avant, c'était lundi jeudi quoi. Ouais, bah voilà, lundi jeudi. Voilà, bon, allez, gros bisous à vous, prenez soin de vous, à très très vite. Ciao ciao.